La Crimée est de nouveau en flammes. Les forces ukrainiennes poursuivent leur longue quête pour libérer la péninsule et chasser les occupants russes par tous les moyens nécessaires. Ils identifient et neutralisent des cibles plus vite et efficacement que jamais, des stations radars aux avions, y compris des hauts responsables russes. Ils anéantissent tout sur leur passage et déchaînent toute la fureur de la guerre sur le territoire que la Russie contrôle depuis plus d'une décennie. Bien sûr, ce n'est rien de nouveau. Les forces armées ukrainiennes ont fait de la Crimée leur priorité depuis le début de la guerre. Ils se battent non seulement le long des lignes de front dans des régions comme Donetsk et Louhansk, mais cherchent aussi régulièrement des moyens d'affaiblir la mainmise de la Russie sur la péninsule sud de l'Ukraine. Ils ont effectué des frappes de drones de précision et des attaques secrètes sur de nombreuses cibles, dont des aérodromes et le pont de Crimée construit par la Russie. Chacune de ces attaques a lentement mais sûrement affaibli le contrôle et les capacités de la Russie dans la région. En endommageant et en détruisant des bombardiers et des avions de chasse. Par exemple, l'Ukraine a rendu beaucoup plus difficile pour les forces russes de mener des attaques aériennes depuis cet endroit précis. En détruisant des stations radars et des défenses aériennes, l'Ukraine a créé des couloirs pour ses drones et missiles, exposant ainsi les équipements russes à d'autres frappes. Maintenant, même si les combats s'intensifient le long des zones importantes de la ligne de front, l'Ukraine ne relâche pas la pression sur la Crimée. En fait, ces derniers jours, elle frappe la région encore plus fort qu'auparavant, profitant des faiblesses de la Russie et de ses ressources qui s'amenuisent pour éliminer plusieurs autres cibles de grande valeur, les unes après les autres. La première attaque majeure a eu lieu le soir du 21 septembre. La cible, cette fois, n'était pas l'un des suspects habituels, comme une station radar, un système de défense aérienne ou un aérodrome. Les forces ukrainiennes ont plutôt ciblé le complexe de luxe Sanatorium Foros, sur la côte sud de la Crimée, au sud-est de Sébastopol, la principale ville locale. Cela peut sembler une cible étrange, surtout que les forces ukrainiennes visaient historiquement seulement des cibles militaires. Elles n'ont jamais autant chuté que la Russie, qui frappe souvent les infrastructures civiles en Ukraine, y compris hôpitaux et écoles, où des innocents, même des nourrissons, ont été tués. Cette fois, cependant, l'Ukraine a frappé une cible qui pouvait sembler parfaitement inoffensive à première vue, mais elle avait une raison très particulière de le faire. Des rapports sur les réseaux sociaux ont ensuite révélé que plusieurs hauts responsables russes pourraient avoir été présents dans l'établissement au moment de la frappe. Le canal Telegram Crimean Wind a également noté que le service fédéral de sécurité de la Russie, le service fédéral de sécurité successeur moderne du KGB de l'époque soviétique, utilisait l'établissement. D'après notre source, le service fédéral de sécurité s'est retranché dans le sanatorium, où des hauts responsables vont souvent. Les journalistes ont également découvert que le restaurant principal du complexe était fermé le jour de l'attaque pour une sorte de service spécial. Ce qui renforce également l'idée que des invités très importants se trouvaient dans la région. Par le passé, même le président russe, Vladimir Poutine lui-même, aurait été aperçu en vacances dans la région. Il ne serait donc pas du tout surprenant que des hauts responsables du service fédéral de sécurité ou des officiers de haut rang se soient trouvés sur place à ce moment-là. Les services de renseignement ukrainiens ont peut-être découvert cela. Comme ils l'ont déjà prouvé par le passé, ils sont remarquablement habiles à obtenir des renseignements importants et inestimables sur les positions militaires russes, l'emplacement des ressources et même les déplacements des officiers de haut rang. S'ils savaient que des personnalités militaires importantes se trouvaient dans la région, ils ont peut-être estimé que c'était leur meilleure, voire leur seule chance de les éliminer. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations, car la direction principale du renseignement n'a pas encore publié de rapport détaillé sur ce qui s'est passé ici, ni sur l'intention de cette frappe. Côté russe, peu de détails ont filtré sur l'événement, même si les autorités ont confirmé une frappe de drone. Le ministère russe de la Défense a déclaré que plusieurs drones ont été interceptés au-dessus de la Crimée et des zones environnantes ce même soir. Et le dirigeant installé par la Russie dans la région occupée, Sergei Aksinov, a confirmé que plusieurs personnes avaient été tuées lors de l'attaque, mais n'a donné aucun détail supplémentaire concernant leur identité. Dans un message publié sur Telegram, Aksinov a écrit « Selon les informations actualisées, 3 personnes ont été tuées et 16 blessées à la suite de l'attaque de drones près de la ville de Foros. » Aksionov a aussi indiqué que plusieurs installations de la région avaient été endommagées par la frappe, sans fournir plus de détails.
Sans informations supplémentaires, il est encore impossible de tirer des conclusions définitives. Il est probable que l'Ukraine ait éliminé des hauts responsables de l'armée russe grâce à cette frappe précise et bien synchronisée. Si tel est le cas, cela pourrait affaiblir la machine de guerre du Kremlin en sapant son commandement et en laissant ses unités avec moins de chefs expérimentés pour les guider. Mais la frappe de Forest était loin d'être la seule attaque réussie contre la Crimée ces derniers jours. En fait, seulement un jour plus tard, le 22 septembre, des rapports font état d'une autre attaque majeure. Pour ce qui serait, selon toute vraisemblance, la première fois dans l'histoire, l'Ukraine a utilisé des drones pour frapper 2 avions amphibies russes. Plus précisément, 2 avions à turbopropulseurs B-12 de la marine russe ont été détruits lors de cette attaque. Les B-12 ne sont pas vraiment des appareils de pointe. En fait, ce sont parmi les plus anciens équipements militaires russes encore en service, le premier vol du B-12 ayant eu lieu en 1960. Ces avions ont ensuite servi pendant toute la guerre froide. Bien qu'il n'en reste que quelques-uns, ils patrouillent toujours les airs et mers autour de la péninsule de Crimée. Conçu comme successeur du Berry FB-6, qui a effectué son premier vol en 1949, le B-12, également surnommé le Tchaïka ou Mouette, a été fabriqué pour des missions de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine. Mesurant près de 30 mètres de long et propulsé par une paire de moteurs turbopropulseurs Ivchenko Progress AI-20D, chacun développant plus de 5000 chevaux. Le B-12 atteint 530 km/h et parcourt jusqu'à 3400 km. Il a servi dans plusieurs forces militaires, dont l'armée de l'air égyptienne et syrienne. Mais la Russie et l'Ukraine sont les seuls pays qui utilisent encore activement ces avions vieux de plusieurs décennies. On dit que 150 exemplaires ont été produits. Selon les rapports et analystes en sources ouvertes, la Russie n'aurait plus que quelques unités pleinement opérationnelles, dont 2 détruites lors de cette attaque. Le compte X officiel du ministère de la Défense ukrainien a tweeté sur l'attaque et partagé une vidéo montrant son déroulement. Pour la première fois dans l'histoire, les guerriers de l'anti-char DI Ukraine ont détruit 2 avions amphibies russes, B-12, Chaïka. Les avions amphibies B-12 sont équipés de matériel coûteux pour détecter et combattre les sous-marins. C'est la toute première frappe sur un B-12. Les guerriers ont également frappé un autre hélicoptère russe, Mi-8. Les images montrent la perspective des drones, alors qu'ils se dirigent vers leur cible, détruisant un B-12, puis un autre. Ainsi qu'un hélicoptère Mi-8 à double turbine, qui est l'hélicoptère le plus produit au monde et qui a été utilisé par la Russie à diverses fins, notamment comme poste de commandement aéroporté, hélicoptère de combat armé, appareil de transport et pour des missions de reconnaissance. Les B-12 et le Mi-8 n'avaient aucune chance de résister à cette attaque. Ils étaient stationnés sur une base aérienne, que les analystes du renseignement en source ouverte pensaient être la base aérienne de Kaja, utilisée par la flotte russe de la mer Noire et située à une courte distance au nord de Sébastopol, sur la côte ouest de la Crimée. Normalement, des bases aériennes comme celle-ci auraient de puissantes défenses pour éviter ce genre d'attaque. Mais ici, les drones ont apparemment atteint leur cible facilement, sans réelle résistance. Une autre vidéo prise par un soldat russe sur place confirme les conséquences de l'attaque. La séquence, partagée sur X par l'analyste du renseignement spécial Kherson 4, montre l'épave d'un hélicoptère Mi-8 présumé. Selon Spécial Kherson 4, la source russe a publié cette vidéo avec une légende révélatrice. Ils ont encore frappé la Crimée, moins les hélicoptères, et d'autres choses dont je ne peux pas parler. Pas de défense aérienne, radar inutile. Donc même s'il semblait y avoir un radar et un système de défense dans la zone, c'est clair. Ce n'était pas suffisant pour empêcher quelques drones ukrainiens, relativement simples, d'entrer dans la zone et de causer d'énormes dégâts. Le direction principale du renseignement ukrainien a confirmé que l'unité des forces spéciales fantômes était responsable de l'attaque. De nombreux rapports ont évoqué les fantômes ukrainiens, utilisant des drones pour causer des millions, voire des milliards de dégâts aux cibles russes, en territoires occupés et en Russie. Les B-12 n'avaient pas une grande valeur à cause de leur ancienneté. Ce n'étaient pas non plus les équipements les plus dangereux dont disposait la Russie, car ils ne transportaient pas de missiles et ne larguaient pas de bombes. Cela ne signifie pas qu'ils n'étaient pas encore précieux pour l'armée russe. En fait, ces avions amphibies ont joué un rôle important dans l'invasion de l'Ukraine.
Ils surveillent la mer Noire pour repérer les navires de surface sans équipage ukrainien, Uncrewed Surface Vehicle ou bateaux drones, fournissant des renseignements aux unités locales et prévenant les attaques contre des navires importants. De nombreuses vidéos et photos ont montré des B-12 menant des opérations le long de la côte de la Crimée, et ce depuis les premiers jours de la guerre. Des rapports indiquent que B-12 aide à repérer des bateaux drones et d'autres activités ukrainiennes en mer, comme des forces spéciales, plongeurs de combat et missions de reconnaissance autour de la Crimée. Les B-12 peuvent aussi transporter jusqu'à 13 survivants. Ils pourraient donc théoriquement aider des marins secourus ou du personnel de la marine russe. Ils peuvent larguer des fournitures à ceux dans le besoin, comme des pilotes russes abattus en mer Noire. Ces engins ont également des capacités de transport, et ils sont équipés de systèmes radars qui aident à fournir une connaissance de la situation le long de la côte criméenne. En bref, malgré leur ancienneté, ces avions amphibies restent étonnamment polyvalents. Comme déjà mentionné, ces amphibiens sont rares. La Russie n'en possède plus beaucoup, et leur rareté les rend effectivement plus précieux. Au début de 2023, selon un rapport du groupe de réflexion britannique International Institute for Strategic Studies, la Russie ne disposait plus que de 6 B-12 opérationnels. Toutes étaient des variantes B-12PS conçues pour la recherche et le sauvetage. Des analystes open source ont récemment trouvé, via des images satellites de la base aérienne de Kaja en Crimée, des preuves de la présence de 8 B-12. Cependant, seuls 4 ou 5 d'entre eux étaient considérés comme étant en état de voler. Donc, en supposant que les 2 cibles détruites lors de la récente attaque de drones de l'Ukraine faisaient partie du groupe en état de voler, cela ne laisse à la Russie que 2 ou 3 unités. Autrement dit, les forces ukrainiennes auraient détruit d'un coup la moitié de la flotte russe de B-12. Il est aussi possible qu'un ou 2 appareils n'étaient pas totalement opérationnels, mais ils auraient quand même été utilisés par les forces russes. Des pièces de rechange. De plus, les capacités militaires russes en Crimée viennent de subir un nouveau coup dur, avec moins de B-12 à leur disposition, en plus des nombreux autres avions et stations radars qui ont également été détruits dans la péninsule de Crimée. Les forces russes auront désormais plus de difficultés à suivre les drones et bateaux drones ukrainiens. Cela, à son tour, ouvre de nouvelles opportunités pour Kiev de lancer d'autres frappes dans la région. Et l'Ukraine a certainement intensifié la mise ces derniers temps en ce qui concerne ses opérations de drones maritimes. Elle a utilisé ses Uncrewed Surface Vehicle pour repousser la flotte russe de la mer Noire et endommager des installations militaires ennemies. Les drones maritimes pourraient même être responsables d'une ou plusieurs frappes sur le pont de Crimée, et ont peut-être même joué un rôle dans cette toute dernière attaque contre la base aérienne de Kaja. Les bateaux drones gagnent en puissance, intelligence et résistance. L'Ukraine les a améliorés au fil du temps, en mettant en place des plateformes anti-aériennes réutilisables, des lanceurs de drones à vue à la première personne, des canonnières et des explosifs de plus en plus puissants, pour causer plus de dégâts durables à toutes les cibles sur leur chemin. Les forces armées ukrainiennes continueront sûrement d'utiliser ces vedettes drones toujours plus avancées et meurtrières pour frapper des cibles en mer Noire et ailleurs. La Russie ayant encore moins de moyens pour les repérer et les stopper, les prochaines attaques pourraient être encore plus dévastatrices que les précédentes. Et les mauvaises nouvelles continuent pour la Russie. Parce que le 25 septembre, des rapports font état d'une nouvelle attaque en Crimée. Le direction principal du renseignement a partagé un message sur Telegram détaillant une frappe réussie contre 2 avions russes et des systèmes radars côtiers, AN-26 et des radars côtiers. Une autre proie pour le fantôme du direction principal du renseignement en Crimée, les maîtres de l'unité spéciale du direction principal du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine. Les fantômes continuent d'éliminer des cibles ennemies de grande valeur sur le territoire de la Crimée temporairement occupée. Lors du raid sur la péninsule, les forces spéciales du renseignement militaire ukrainien ont incendié 2 avions de transport Antonov 26 des envahisseurs russes et ont également frappé la station radar de surface ennemie ainsi que le radar côtier MR 10M1 M8KSM. Les pertes de l'armée d'occupation russe en Crimée causées par les combattants du direction principale du renseignement ont été consignées dans le rapport du 24 septembre 2025 de l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Les Antonov 26 de Moscou brûlent-ils vraiment? Regardez la vidéo.
Comme le note la publication, il s'agit une fois de plus du travail des incroyables fantômes de l'Ukraine, qui se sont constamment révélés être parmi les meilleurs et les plus efficaces opérateurs de drones militaires que le monde ait jamais connus. Les 2 avions de transport Antonov, 26 détruits, lors de l'attaque datent de l'Union soviétique, et servirent surtout au transport sur courtes et moyennes distances. En effet, ils sont capables de transporter jusqu'à 40 soldats à la fois, ou environ 5,5 tonnes de marchandises par vol. Cela signifie que, bien qu'ils n'aient pas de capacité offensive, ces avions restent essentiels à la logistique russe. Il est en effet crucial de pouvoir transporter rapidement et efficacement des troupes du point A au point B dans une guerre à grande échelle comme celle-ci. Sans ces avions, les forces russes auront plus de mal à déplacer personnes et fournitures, ce qui retardera et perturbera leurs opérations, affaiblissant leur présence sur la péninsule. Les radars endommagés faisaient partie d'un vaste système de défense côtière, assurant l'alerte précoce sur l'arrivée d'ennemis. Il peut aussi suivre des cibles maritimes, comme des bateaux-drones et d'autres navires côtiers. Comme de nombreux radars et systèmes de défense aérienne en Crimée, celui-ci est crucial pour avertir les troupes russes d'une attaque ukrainienne. Ils peuvent ainsi prendre les mesures nécessaires pour limiter leur impact. À chaque destruction de radar par l'Ukraine, la machine de guerre russe perd la vue et doit avancer à l'aveugle. Totalement inconsciente du moment où la prochaine attaque surviendra, de l'endroit où elle frappera et de sa gravité. Ainsi, les forces ukrainiennes ont toujours fait de la destruction des stations radars une de leurs priorités majeures. Parce que sans yeux, même l'adversaire le plus puissant devient bien plus vulnérable. Le direction principale du renseignement a aussi diffusé une autre vidéo de l'attaque, montrant encore des images prises par le drone. Alors qu'ils ciblent et frappent leurs cibles avec une précision experte, ils détruisent d'abord les 2 tours radars avant de passer aux avions de transport. Dans une séquence, on voit un avion Antonov, 26 en flammes, des panaches de fumée s'élevant, révélant l'ampleur des dégâts. Il est difficile d'évaluer l'impact à long terme de cette attaque sur la Russie, car l'Ukraine pourrait encore profiter de la faiblesse des défenses du Kremlin dans cette région pour viser d'autres cibles de valeur proche. Les commandants russes, quant à eux, essaient très probablement désespérément d'élaborer des plans de secours, de déplacer des équipements importants hors de la zone ou d'amener des radars supplémentaires en position. Mais cela deviendra de plus en plus difficile, car des rapports récents indiquent que la péninsule et d'autres régions russes manquent progressivement de carburant. Cette information nous vient de la chaîne Telegram Crimea Realities, qui a récemment partagé un message détaillant toute l'ampleur de la crise du carburant dans la région. Depuis le 24 septembre, il n'y a plus d'essence dans les stations-service de Crimée. Même la marque la plus chère, la Ascent, est indisponible. Un militant de la campagne #Libérer la Crimée a déclaré à Crimée Réalité qu'un effondrement de l'essence a eu lieu dans la région. Selon lui, la situation s'est aggravée au cours des 10 derniers jours et a atteint son paroxysme. Toute l'essence a disparu des stations-service. Ce que craignaient les Criméens est arrivé. Les stations-service manquent d'essence et ferment souvent pour ne pas payer les salaires inutilement. La pénurie d'essence affecte autant les Criméens que les entreprises. Alors que les entreprises du secteur public reçoivent des coupons, même si ce n'est que pour le strict minimum, les entreprises et sociétés privées rencontrent d'importants problèmes et subissent d'énormes pertes en raison de l'effondrement de leur capacité de transport. Il y a beaucoup moins de voitures sur les routes. Les minibus sont pleins, a-t-il déclaré. Selon les militants, le manque d'essence aggrave rapidement les problèmes pour les habitants de Crimée. En particulier, ils doivent attendre longtemps pour les taxis, et ils rencontrent également des problèmes d'essence. Ce problème n'est pas exclusif à la Crimée. Des pénuries d'essence ont aussi été signalées dans plusieurs régions russes, dont Nijni Novgorod, Rostov et Ryazan. Les prix flambent, et de nombreuses stations ont du mal à répondre à la demande. Cela, encore une fois, c'est grâce à l'Ukraine. Les forces de Kiev ont multiplié les frappes contre des raffineries, des dépôts de carburant et d'autres cibles pétrolières russes ces derniers mois. Et leur impact a été évident. D'innombrables tonnes de carburant ont brûlé, rendant la production dans les raffineries du pays toujours plus difficile et dangereuse, entraînant cette pénurie stupéfiante. Donc, non seulement la Crimée est en feu, mais elle manque aussi de l'une des ressources les plus importantes, le carburant. L'Ukraine démantèle le contrôle russe sur la région, la laissant sans défense, personnel ni ressources indispensables.
Le temps nous dira ce qui se passera ensuite. Mais tout cela pourrait éventuellement ouvrir la voie à l'Ukraine, pour peut-être reprendre le territoire qui lui a été illégalement et violemment arraché en 2014. Maintenant, découvrez comment l'Ukraine cible les points faibles de la Russie en Crimée, et ailleurs dans notre vidéo récente. Ou consultez notre analyse approfondie des derniers commentaires choquants du président américain Donald Trump sur la façon dont il pense que la guerre pourrait se terminer. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé de tout ce qui se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que dans d'autres grands conflits à travers le monde.